beaucoup à Robert Storr et Catherine Millet d'être venus. Donc, pas besoin de vous présenter ces deux grands historiens de l'art. Je vais les laisser échanger sur Louise Bourgeois et sur les nouveaux axes que Robert Storr a ouverts dans son livre. Et puis on se retrouve après autour d'un verre. Merci beaucoup d'avoir fait ça. C'est aussi avec une page où j'ai dépensé énormément de temps. Chaque fois que je viens ici, Il a esquinté son dos aussi par la même occasion. Ah oui, ça aussi. Alors, c'est une somme, comme vous pouvez voir. Ça pèse son poids de réflexion. C'est un livre, Robert le rappelait à l'instant, auquel il a commencé à penser, peut-être même qu'il a commencé à écrire il y a une trentaine d'années. Donc bien sûr, sans y travailler en continu, mais en fait c'est quand même le fruit de 30 ans de travail. Donc franchement, je me demande bien ce je vais pouvoir lui faire ajouter à ces pages. Mais c'est aussi le fruit, je crois, d'une relation assez privilégiée avec l'artiste. Je crois qu'il faut le souligner d'emblée. Et c'est la raison pour laquelle, pour démarrer la conversation, j'avais envie de prendre ton livre à l'envers, parce que l'auditoire ne le sait pas encore parce qu'il n'a pas encore ouvert ce livre, mais c'est un livre qui suit à la fois la vie et l'œuvre d'une manière assez chronologique. Et puis il y a un dernier chapitre qui était beaucoup plus personnel. Évidemment, moi je suis particulièrement sensible à ce chapitre. Et qui raconte enfin voilà, ta relation avec Louise Bourgeois, ta rencontre avec elle, les premières choses, les premières œuvres que tu as vues d'elle qui t'ont frappé. Donc en fait, voilà, je voulais que tu commences par ça, que tu nous dises un peu dans quelles circonstances tu l'as rencontrée. Et peut-être dans la foulée, moi ça m'a frappé, tu cites la première œuvre que tu as vue d'elle, et qui est Cumul. La collection du Pompidou. Et ça m'a paru une œuvre étrange pour frapper l'imagination. Voilà, donc il faut que tu nous expliques tout ça. Mais enfin déjà, dans un premier temps, quelles ont été les circonstances assez amusantes d'ailleurs dans lesquelles tu as fait sa connaissance? Alors, je veux dire d'abord, c'est que Marie-Laure Baradac est en train de faire une vraie biographie. Alors, la partie biographique de ce livre, c'est... Mais j'ai préparé des questions pour elle aussi. Non, mais je veux dire, c'est un portrait informé par les recherches, mais c'est pas une vraie biographie. Et même pas une histoire de l'art c'est plutôt une image d'elle, les expériences, les prises de vue, et puis l'œuvre interprétée à travers des fois elle-même, à travers d'autres etc., dans les autres parties. Alors, moi j'ai rencontré Louise personnellement, parce que j'étais embauché de collectionner, de ramasser des œuvres pour une vente aux enchères, comment dire, en anglais. Dis-le en anglais. Charité. C'est une charité catholique que la femme de Ferfupol, un peintre important, un critique d'art encore plus important, était alliée avec. Et puis elle a mis en œuvre la vente aux enchères, et Louise était parmi tous les gens dont elle a obtenu les dents. Alors moi, j'ai connu déjà depuis longtemps l'œuvre de Louise à partir d'abord de Cumul, qui est un des sculptures en marbre qui a exposé aux États-Unis, que j'ai vu comme ça par hasard, mais aussi parce que je travaillais pour deux femmes qui dirigeaient un archive vidéographique des artistes. Et elles ont fait une interview avec elle en 77, je crois, ou 75, on verra là. C'était assez tôt quand même, et c'était 2 heures, et elle était vraiment présente dans tout, dans le milieu, et j'étais très impressionné par elle, et ensuite aussi par cette œuvre. Alors petit à petit, j'ai approfondi
ce temps que je pouvais en cherchant ses œuvres. Et puis après ça, comme j'ai eu ce boulot pour gagner souvent du fric, d'aller chez elle et de demander une image, c'était l'Impresarium Louisiana, qui est dans la série He Disappeared in the Complete Silence, qui est une série d'images et d'histoires. D'histoires un peu pervers et d'images un peu pervers aussi. Mais pas tout à fait. Et c'est pas tout réglé. C'est pas que les images sont des illustrations des histoires, les deux ensemble. Alors comme ça, je suis présenté chez elle. J'étais complètement émerveillé, ensorcelé, je sais pas. Et elle aimait beaucoup des garçons. Et j'étais alors un assez jeune homme, assez beau, et elle était ravie de voir un autre. D'avoir Un nouveau jeune homme. Nouveau jeune homme, c'est ça. Un mignon. Alors comme ça, on s'est très bien entendu. Et je suis parti avec l'œuvre, et puis elle m'a dit, bon, revenez quelque temps. Et bon, je l'ai fait, volontiers. Et tu es après retourné très souvent et très régulièrement, c'est ça? Oui. Enfin, mon français ce soir, c'est pas tellement bien parce que je suis fatigué et parce que j'ai un peu perdu l'habitude, mais dans le temps, je parlais plus ou moins sans accent et sans erreur et tout ça, etc., parmi les amis de Louise. Alors comme ça, je suis là, avec elle, on parlait français, anglais, entre les deux, changeait tout le temps. Et ça lui a donné un contexte pour réfléchir, pour inventer, etc., dont elle avait besoin. Alors comme ça, elle m'a invité de venir presque chaque 2 ans. Ah oui? Oui, très souvent. Et ma femme est un peu jalouse quand même, mais c'était avant les enfants. Mais j'ai dit, voilà, j'ai une maîtresse française, mais elle a quand même 75 ans. En tout cas, comme ça, j'étais là et j'ai pas beaucoup de travail. J'étais peintre pendant la journée, mais j'ai eu les soirs libres. Pour ça, je suis allé chez elle. Elle a passé 1-2 heures dans la fin d'après-midi, début du soir, de la soirée pour discuter quoi que ce soit. Et quand tu dis elle aimait bien les jeunes hommes, ça veut dire qu'en effet il y avait une cour comme ça autour d'elle, vous étiez nombreux, ou comment ça se passait? Elle avait la porte ouverte Elle avait comme ça? quand même la porte ouverte, mais il n'y avait pas tant de gens. Et elle avait ses amis des années 70, qui étaient plutôt des bohémiens classiques. Je veux dire, des gens plus âgés, un historien de l'art, un professeur de français, des tas de gens comme ça qui sont venus assez souvent pour elle. Et puis elle avait embauché 2 jeunes artistes pour les aider dans le studio, dans l'atelier. Et comme ça, des gens accumulés, et puis dispersés, et puis venus comme ça, tout le temps. Alors moi j'ai resté. D'accord. Mais alors, il faut peut-être parler aussi de cette première œuvre. Moi, ça m'a beaucoup frappé que, en fait, avant même de la rencontrer, tu te sois intéressé à cette œuvre à travers cette sculpture en particulier, qui est une sculpture, je sais pas, on aurait dû... Hein, qui est une sculpture en marbre très massive, et qui est ces sculptures faites comment on peut dire, d'un regroupement de formes qui toutes sont bombées sur le dessus comme ça. Bon, et ça peut être comme un grand doigt ou autre chose. C'est pas moi qui ai dit le mot. Alors, qu'est-ce qui t'avait, tu te souviens de ce qui t'avait frappé? Parce que c'est quand même, en fait, bien sûr, il y a ces évocations, comme tu viens de le dire, mais mais c'est aussi assez abstrait comme sculpture. Et donc, et même une sculpture, c'est assez énigmatique. Moi, je trouve que c'est une forme assez énigmatique quand même. Moi, c'est pas tellement énigmatique. Je connaissais assez vite ce dont il s'agissait. Non, mais qu'est-ce qui t'a intéressé en fait? Non, quand même les formes justement, et l'ambiguïté des formes. Le fait qu'elles étaient tellement pleines comme forme, et qu'en même temps le sens de ces formes n'était pas défini. C'était entre 2 étages de développement, entre 2 sexualités, entre tout. D'accord. Alors c'est une sculpture que Dominique Mozo a acheté pour le Pompidou. Oui.
Et est-ce que, alors, Et dans le contexte, ça c'était au début des années 60, 80 je veux dire, et dans les années 70, à New York, la sculpture était plutôt de l'assemblage, des choses faites avec des matières industrielles ou du marbre bien taillé à la Bernini, c'était rare. D'avoir quelque chose qui était tellement défini sur le plan classique du métier de sculpture et tellement ambigu sur le plan d'image, c'était marquant. d'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a décidé à entreprendre ce travail? Alors, certes, tu avais rencontré la personne, elle t'avait, tu l'avais séduite, mais elle t'avait séduit aussi. Bon, et qu'est-ce qui a fait que un jour tu t'es dit, bah, je vais faire un livre sur Louise Bourgeois? Qu'est-ce que tu avais en tête, je sais pas, quelque chose à démontrer ou mieux faire connaître cette œuvre? Tu pensais qu'elle n'était pas assez connue, enfin voilà. À l'époque où j'ai décidé ça, je n'étais presque pas critique. Alors j'ai fait quelques articles, j'ai fait quelques reviews. Comment ça s'appelle? Des comptes rendus. Des comptes rendus. Alors, je demande à mon ami là qui est français. Mais en tout cas, j'ai pas beaucoup écrit. Et comme ça, j'ai remarqué qu'il n'y avait presque rien sur elle. Il y avait un essai assez approfondi, du coup, de Patrice Parandel. Il y avait quelques écrits de Lucie Lepard, mais pas beaucoup. Et en tout cas, il n'y avait pas vraiment une littérature sur elle. Et les gens qui l'ont écrit, à part Patrice Parandel, n'avaient aucun sens du contexte français, dont j'avais quand même un peu. Et je remarquais que c'était peut-être nécessaire de le mettre dans le contexte artistique, historique et culturel différent que simplement le va-et-vient de l'avant-garde ce moment à New York. Il faut dire aussi, parce que en fait, si tu as pensé à le mettre aussi par rapport à un contexte français, c'est parce que toi-même tu as un contexte français, si je puis exprimer les choses comme ça. Et peut-être ça serait bien de le dire en deux mots, qu'on sache qui est, parce que c'est ton livre, c'est un livre sur elle, certes, mais c'est aussi ton livre. Donc qui es-tu? Alors moi j'étais étudiant aux États-Unis, j'ai appris le français à l'école, j'ai une mère qui parle français parce qu'elle a vécu en France dans les années 20, et comme ça, par besoin de fuir ma famille, j'ai décidé de faire une année à l'étranger, qui n'était pas si comme à cette époque-là, enfin les années 60, et je suis venu en France au collège 67, 68, des bonnes années. Et j'étais comité d'action collégien, parti international. J'ai eu beaucoup d'expérience et aussi avec des amours, etc. Bon. Et tu es resté toujours attaché à la France. Et puis je suis revenu en stage, j'ai travaillé à la banque Crédit Lyonnais, à Lyon, j'ai fait d'autres choses aussi, mais c'était cette année surtout que... Très bien. Une chose. Oui, pardon. J'ai fait une thèse de l'histoire à l'université qui était une réflexion sur le congrès de Tours et une critique du côté de Rosa Luxembourg du parti marxiste-léniniste français à l'époque de la fondation du Parti communiste. Bon, oui, d'accord. Je veux dire, il y a beaucoup de... Alors, tu disais tout à l'heure que une motivation qui avait été la tienne au moment où tu as décidé d'entreprendre ce livre, c'était que l'œuvre n'était peut-être pas suffisamment connue, ou il n'y avait pas eu suffisamment de textes sur elle à l'époque. Alors, quand même, moi, justement, en te lisant, j'ai pris conscience de quelque chose, c'est que ça s'explique peut-être, tu vas me le confirmer ou pas, ça s'explique peut-être par le fait qu'elle a démarré assez lentement, en fait. Elle a pris beaucoup de temps avant de se décider, d'abord peut-être trouver sa voie en tant qu'artiste, mais aussi se décider d'exposer. On a l'impression que presque il fallait la forcer pour exposer au début. Donc peut-être il faudrait que tu nous parles de ça. Alors, elle était très traumatisée par son enfance en France. Elle n'avait pas l'appui de sa famille comme artiste. Elle est venue aux États-Unis avec son mari, Robert Goldroy, qui était
historien de l'art fameux. Il est arrivé comme ça sur scène à New York au moment où l'école de New York était en train de naître. Alors, d'un côté, elle avait des informations privilégiées. Elle a connu des gens ici à Paris. Elle était dans l'atelier de Léger, de Paul Collin, etc. Et donc, et de Yves Braillère. Alors moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui se souviennent qui était Yves Braillère dans l'assistance, mais on ne s'attend pas à un rapprochement avec Louise Bourgeois. Tu vois. Elle avait pas seulement un rapprochement, elle était vraiment amoureuse. Oui, oui, j'ai compris ça. Ça m'a beaucoup étonné, mais bon. Mais, en tout cas, alors, elle est venue à New York comme quelqu'un européenne, cosmopolite, parce qu'elle a passé du temps en Angleterre et aussi en Russie, cosmopolite, très très profondément informée, mais très timide. Et le fait que son père n'a jamais reconnu sa vocation d'artiste, le fait qu'elle n'a pas tout à fait décidé d'être artiste vraiment, sur le plan professionnel, dit qu'elle est venue comme ça, dans les contextes de son mari, qui était au courant de tout ce qui se passait, qui était ami de presque tous les gens qui étaient importants dans le monde là, elle a eu les occasions d'exposer très tôt, 48, 49, et pendant la guerre. Alors c'était surtout des œuvres mineures, mais vers la fin des années 40, elle a eu 3 expositions, au début des années 50, elle a eu 3 expositions importantes. Et elle est devenue un artiste reconnu dans le monde de l'art. Elle était publiée, elle était citée, et tout ça. Et elle avait peur, franchement. Mais de l'autre côté, c'est que dans les années 50, son père, elle a passé la nuit ici en France avec son mari et ses enfants. Et son père a rentré dans sa vie. Et l'influence n'était pas très positive. Et puis, il y a quelques années plus tard, il est mort comme ça. Alors, il était désolé avec la non-résolution avec la relation de son père et avec une autre exposure. Elle s'exposait encore une fois à la France dont elle s'enfuit. Et en 50, elle était presque la seule femme vraiment reconnue sculpture dans l'école de New York. 2 ans après, elle a presque disparu. Et une des histoires que je raconte, c'est que Louise Nevelson, qui était alors pas connue, a volé son œuvre. Oui, il y a un développement assez long sur les rapports entre les deux Louise, comme ça. Et Louise Nevelson, Louise Nevelson, pardon, posez la question, mais elle était plus âgée que Louise Bourgeois. Elle était riche, elle était mondaine, mais son œuvre était en chaos total. Elle faisait à la fois des choses archaïques et aussi des calvaires, non calvaires. Elle était partout. Alors, elle a commencé par côtoyer Robert Goldwater, qui était un rédacteur d'un journal d'art. Et puis, elle a vu chez les Goldwater l'atelier de Louise. Tiens, et comme ça, elle s'est fait amie de Louise. Et elle a beaucoup absorbé. Et le moment que Louise a pris peur, et elle s'est reculée du monde, elle a sauté. D'accord. Mais alors, ça, c'est quelque chose sur lequel je trouve qu'il faut un peu s'attarder parce que c'est une image, c'est un portrait assez paradoxal de Louise Bourgeois parce que elle apparaît, enfin, moi je l'apercevais comme une femme assez audacieuse au travers de ses sculptures qui sont quand même au fil du temps avec ces connotations sexuelles de plus en plus explicites. Donc moi je pensais qu'on avait affaire à quelqu'un qui dans sa vie était aussi quelqu'un d'audacieux. Et en fait tu m'as fait découvrir que pas du tout, que c'était une femme timide qui pendant longtemps avait eu peur d'exposer en fait, de se mettre sur le devant de la scène. Elle avait peur de presque tout. Bon, tu vois, et qui finalement pendant un temps assez long, me semble-t-il, a eu une vie d'épouse très conventionnelle quand même. Elle élevait ses enfants. Enfin, ça c'est normal qu'une mère élève ses enfants, mais enfin bon, quand on est artiste, des fois ça pose des problèmes.
Elle organisait des soirées pour son mari, pour faire des dîners pour les amis du mari, etc. Elle le voulait en plus. C'était pas lui qui l'a forcé de faire ça, c'est elle qui l'a utilisé comme moyen de disparaître à l'intérieur d'un rôle féminin classique. Alors, elle s'habillait d'une façon assez chic. Elle faisait des repas assez compliqués et élégants. Et elle a tout fait pour être la mari, l'épouse d'un intellectuel de famille. Alors, Robert Goldwater, il a apprécié, mais c'est pas lui qui a insisté sur ça, c'est elle qui l'a fait. D'accord, d'accord. Comme tu l'as peut-être suggéré là à l'instant, est-ce que c'est la... Bon, et on connaît un tout petit peu l'histoire de Louise Bourgeois, l'œuvre de Louise Bourgeois, on sait à quel point la figure du père a été importante. Est-ce que, en effet, c'est à la mort du père que quelque chose s'est déclenché en elle qui lui a donné cette audace qui lui manquait au début? Oui, mais petit à petit, parce que elle faisait l'épouse classique parce que son père n'a pas cru dans le mariage et il n'a pas cru qu'elle était capable d'être une épouse. Alors comme ça, elle a fait ça pour son mari en quelque sorte, et surtout pour son père. Alors son père n'a jamais reconnu son talent, ni même ses intérêts, ses motivations. Alors comme ça, du moment qu'il n'était plus là, elle était vraiment mise dans une situation intenable. Elle s'est reculée. Elle a commencé à travailler dans une librairie d'occasion qu'elle a fait elle-même. Elle est allée au marché des enchères pour acheter des livres, pour aussi des images. Elle faisait un peu de galeriste, travail de galeriste. Et pendant presque 10 ans. Et ce n'est qu'à la fin des années 50, entre 50 et 59, elle n'a presque rien fait en public avec son art, même pendant qu'elle travaillait un peu à côté. Oui, elle travaillait quand même, elle n'avait pas un peu, cessé de pas beaucoup. produire. D'accord. Elle remaniait beaucoup de choses qu'elle a déjà fait, elle a détruit beaucoup de choses qu'elle a fait. Donc, pendant 7, 8, 9 ans, plus ou moins, elle était comme ça en retraite, en exil intérieur, et elle s'est déguisée en bouquiniste. Oui. Mais même déjà à Paris, elle avait commencé à avoir une activité comme ça. Oui. Justement. Oui, on disait que c'est qu'on est à l'adresse même, qui était l'adresse du magasin de ses parents, qui était restaurateur en tapisserie. C'est ça. C'est ça, ancienne. Donc c'est un hasard avait... qui va porter chance à ce livre, forcément. J'espère. Mais aussi, elle avait son affaire à elle, parce que justement, elle croyait que c'était... Elle avait peur d'être une bouche inutile. Un terme qu'elle a pris de Simone de Beauvoir, mais quand elle a eu l'expérience personnelle. Alors comme ça, elle voulait faire quelque chose qui le rende nécessaire dans la famille. Alors comme ça, elle est allée au Dro pour acheter des choses très bon marché, et puis elle les a revendues de la fenêtre ici. Alors, en général, c'était la maison des tapisseries et des meubles, mais il y a un petit coin moderne de Louise. Ah oui. Et c'est à partir de là qu'elle a fait la connaissance de son père, de son mari. Parce que le lapsus. Mais d'ailleurs, oui, ça introduit très bien une remarque que je voulais faire. Ça m'a beaucoup frappé aussi dans ce que tu dis au sujet de cette relation au père, c'est qu'à un moment donné, c'est le mari souhaite avoir un enfant. Et elle hésite un peu. D'ailleurs, elle. Oui. Ah, mais alors, tu cites, il me semble que tu cites, enfin, elle a l'air d'hésiter parce qu'il me semble que tu cites une lettre à son père où elle demande à son père ce qu'il en pense de ce projet d'être mère. Le projet d'être mère, je trouve ça curieux pour une fille de s'adresser à son père. C'est pour se justifier comme femme mariée, c'est ça. Alors, je crois bien que Robert Goldwater voulait des enfants, mais c'est surtout elle qui a poussé le projet. D'accord. Et au départ, elle n'a pas pu, comme ça, ils ont adopté un garçon ici en France, qui était orphelin, et elle a fait venir à New York. Et d'un coup, comme ça, elle était plus fertile. On a eu 2. Oui. Donc elle a eu 3 fils. 3 fils. 3 fils. Ah, oui. Et alors,
Peut-être on va revenir quand même. Non, si, une petite parenthèse pour dire que peut-être on va revenir sur cette question du rapport au père, parce que c'est tellement central aussi finalement dans sa démarche. Mais je fais une petite parenthèse pour signaler que quand même tu n'abuses pas des références freudiennes. Je dis ça pour pas vous croyez que c'est un livre de psychanalyse. Alors d'accord. Et tu j'ai pardon, bien je lu te Freud. coupe et comme ça tu répondras aux deux choses. Ça m'a beaucoup frappé qu'une des premières références que tu cites dans le livre, c'est Bachelard. Oui. Voilà. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est la poésie de la matière, les images et la réception et la capacité métamorphique des images. Alors, l'habitude de parler de Freud, en tout cas avec Louise, c'est justement de la serrer trop. Alors, je cite bien Freud, hein. Il y a beaucoup de Freud dans le livre, Oui. mais ce n'est pas parce que je crois que c'est la clé. Oui. C'est une des clés et peut-être le moins utile des clés. Et j'ai horreur du fait que la plupart des textes se règlent depuis quelque temps commencent avec un narrative freudienne bien connue, le répète, l'applique à Louise et puis elle et ce qu'elle fait et ce qu'elle pense disparaît dans le Freud. Et c'est comme s'il n'existait pas. C'est pas qu'une femme puisse penser pour elle-même, il faut quand même avoir un maître à penser en dehors de son travail. Est-ce que maintenant on ne pourrait pas dire deux mots des influences qu'elle a pu subir, alors des influences artistiques, des choses qu'elle a vues, des œuvres ou des artistes qu'elle a pu fréquenter et qui peuvent avoir eu. Alors elle a pas fait des études d'art, elle n'a pas fréquenté une école d'art. Oui, elle a fait des ateliers de... Ah si, pardon, oui, elle a fait des ateliers. Oui. Des ateliers d'Orgelotte, de Léger, de Paul Oui, si, Colin. quand même. Elle avait des Elle a aussi fait des cours au Louvre. Oui. Elle a fait des cours d'histoire de l'art. Oui, Elle pardon. était même Conférencière. guide au Louvre. Oui, guide. Mais enfin, Elle a même été guide pour l'Expo universelle. oui, c'est ça. Mais le fait, c'est qu'elle était très éduquée, en quelque sorte, et d'une façon un peu collage. Et selon ses volontés, mais et c'est beaucoup. Et il n'y a presque aucune référence qu'on puisse faire qui n'est pas quelque chose qu'elle savait déjà. Alors, et même dans le contexte psychanalytique, c'est que quand on cite Lacan ou les freudiennes féminines et tout ça, elle savait tous. Elle les a lus, elle a marqué les livres, alors elle était bien au courant parce qu'elle avait des problèmes à résoudre pour elle-même. Alors l'information ne l'a pas effrayée de tout, elle niait pas ses influences, mais toujours elle a fait quelque chose qui était imprévisible à partir de ses influences. Et en plus, parce que Goldwater était très fameux, était très au courant de tout l'art moderne, elle a connu personnellement tout est surréaliste, par exemple. beaucoup de surréalistes, Franck Poussy, Étienne Martin, beaucoup de gens. Et est-ce qu'il y a des figures qui l'ont marqué en particulier parmi ces artistes Beaucoup, oui. Je crois à Ernst, bien sûr, Miro un peu, les artistes symbolistes. Elle a vraiment, et Goldwater aussi, a vraiment beaucoup aimé Rodin. Il y a beaucoup d'images d'elle qui viennent de Rodin, mais aussi Goldwater était en train d'écrire une longue histoire du symbolisme qu'il a publié après sa mort. Alors, il y a presque rien qui n'a pas vu. Et en plus, il y avait toute l'influence du 18e et du 17e français. L'art décoratif. Et l'art décoratif est très important pour elle. Qui venait de sa famille, ça. Qui venait de sa famille et dont elle avait beaucoup de respect. Et aussi parce que son bibliothèque, son librairie, il y avait plein de livres. Elle a collectionné des livres partout. Alors, comme ça, elle feuilletait les livres, elle trouvait des images, des façons de faire des images, etc. C'est tout là. Alors, Louise était quelqu'un de très, très, très intelligente, de très bien instruit, mais pas d'une façon classique.
Oui, et alors, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, et je m'autorise à le dire parce que toi-même tu le dis d'une certaine façon, il y a un certain nombre de ces œuvres, et notamment par exemple dans les dessins, où le rapprochement avec l'art brut est assez évident quand même. Bon. On voit, il y a par exemple des portraits de femmes, ça ressemble des fois à des dessins d'Aloïse, par exemple des peintures d'Aloïse, des choses comme ça. Bon. C'est surtout sensible, je veux dire au début, comme ça, dans le livre, les premières pages de reproduction des portfolios, ce que vous appelez le portfolio dans le livre, c'est beaucoup des dessins où il y a ces hachurages, comme ça, cet effet de remplissage de l'espace, comme on rencontre souvent dans ce que nous appelons l'art brut en France. Bon. Alors c'est assez étonnant et un peu contradictoire de se dire que de telles œuvres ont été produites par une femme aussi cultivée que celle que tu nous décris. Louis Souter est bien instruit. Oui. Alors, et je crois aussi que l'important, c'est que les œuvres qui ressemblent à l'art brut le sont comme ça parce que c'est l'art brut. Ah. C'est pas le cas de Louis Fay qui a imité l'art brut. Ce qui est vrai chez elle, c'était justement cet état de folie qui est venu souvent toute sa vie. Alors, quand il s'agit des influences, c'est des influences bien nettes, de Gauguin par exemple, ou et ensuite de Brancusi. Et quand il s'agit de tricoter avec un crayon, ça c'est vraiment elle, et c'est elle dans ses états de fugue. D'accord. Et ça lui arrivait beaucoup? Oui. Ah oui? Y compris dans son rapport avec les autres, par exemple? Non, elle s'est reculée, elle était insomniaque, alors elle a passé toute la nuit à dessiner pour apaiser sa terreur et sa colère aussi. Et c'est dans ces états-là qu'elle a fait des images vraiment, disons, originelles, mais qui viennent du même parti de Chichi, que chez des artistes dans la collection de mais c'est quelque chose d'assez remarquable parce que, après tout, on peut se dire que tous les artistes n'ont pas cette capacité de s'autoriser cet abandon, en fait, cette dépossession de toute maîtrise acquise pour produire des œuvres dans cet état, comme ça, que tu dis toi-même, ce qui se rapproche de celui des artistes bruts. Bon. Et puis, par ailleurs, d'avoir sans aucun doute une pratique plus raisonnée, plus intellectualisée. Alors, la complexité de lui, c'est justement, je crois que dans ces états, elle ne s'est pas donné de permission, elle est saisie, elle était incapable de le faire autrement, et elle a fait ses images. Puis, le jour vient, la vie recommence, elle s'est apaisée un peu, et puis, quand elle n'était pas trop fatiguée, ou les circonstances n'étaient pas trop chaotiques, qui était le cas avec 3 fils, quand elle était capable de se mettre au travail d'une façon appliquée, l'autre partie, elle était plus ou moins schizophrène, il faut dire. Elle n'était pas plus ou moins schizophrène. Ah. Mais tu dis ça comme c'est une façon de parler ou c'est Je dis ça dans le sens qu'elle était psychanalysée. Personne n'a jamais dit ça comme diagnostic. Et elle n'a pas dit elle-même. Mais après avoir passé autant d'heures avec elle, je crois que c'est quelque chose comme ça. Jerry Garver, qui s'est occupé d'elle pendant plus que 30 ans, parle des grandes mâles et des petits mâles chez lui. Les grandes mâles, ce n'est pas de l'épilepsie, c'était des paniques. Vraiment des paniques effrayantes. Et elle s'est mise en colère, elle hurlait, elle détruisait des choses. Et comme ça, je peux dire que quand elle est dans un grand mal, selon Jerry, c'était plutôt une schizophrène. Mais en général, la schizophrénie a un trajectoire de fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Oui. Et il faut le moduler pendant toute la vie. Oui. Et en général, c'est ça. Alors, c'est pas exactement la schizophrénie parce que les symptômes ne sont pas exactement les mêmes. Mais il y avait quelque chose, bipolaire. Oui, bipolaire. Alors, est-ce que on peut dire
quelques mots quand même de certaines œuvres en particulier. Une chose, tu dis que finalement elle est devenue très célèbre, finalement dans la dernière partie de sa vie, grâce à ses araignées. C'est les œuvres réalisées qui sont les plus, d'abord peut-être les plus frappantes comme ça évidemment. En plus elles sont souvent très grande dimension. Bon, donc on connaît Louise Bourgeois au travers de ces araignées. Bon. Mais il y a très tôt dans l'œuvre des sculptures qui font déjà penser un peu aux araignées, qui sont... il y en a une qui s'appelle Coyote, par exemple, j'ai retenu ce titre, et d'ailleurs je voulais te poser une question à ce sujet, qui sont déjà en quelque sorte de cage, on pourrait dire. Donc c'est des sculptures montées sur des pieds qui sont très nombreux, enfin comme des pattes d'une araignée, et qui ont l'air d'être simplement une cage sans fond, en quelque sorte. Bon. Donc il y a quand même là une permanence formelle à des années d'intervalle. Et puis elle a fait beaucoup de cages. Et puis quand elle a commencé à faire des installations, elle a aussi mis en place des vraies cages comme ça. Donc ça, il y a vraiment un thème très récurrent là. Alors, elle a commencé de faire des installations, disons, en 49-50. Ce qui est très tôt. Très tôt. Et c'est la disposition des objets dans la galerie, et où elle était consciente, et elle voulait que le spectateur soit conscient de l'équilibre, ou déséquilibre de l'objet, et de passer parmi ces objets si on passait parmi les gens. Ouais, c'était le totem, c'était les affiches, fétiches. C'est tout ça. Alors, et c'est très tôt. Alors, le Gaiuti, c'est un nom qu'elle a donné dans les années 70 en connaissance d'un syndicat des prostituées. Oui, alors évidemment, là aussi ça m'a interpellé, comme on dit. Ouais, le premier titre, c'était Blind Leading the Blind, d'après un tableau de Bosch. Ah, oui. Et c'était l'idée à l'époque de conformisme aux États-Unis, dans les années 50, donc les années de McCarthy, tout ça. C'était l'idée qu'on est bien avec les autres, mais on est prisonnier des autres. Et tous les sujets de cette époque-là, c'est ou bien être parmi les autres et à l'aise, protégé, ou bien être parmi les autres et menacé. Oui, c'est complètement ambivalent. C'est complètement ambivalent. Et alors, il y a autre chose, c'est quand même forcément ces représentations, ces symboles dans sa sculpture ou dans ses dessins, c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé les féministes. Finalement, quand elle a commencé à apparaître enfin sur le devant de la scène, c'est aussi grâce à l'intérêt que lui ont porté les féministes. Et moi j'ai l'impression qu'elle avait un comportement assez ambigu par rapport à ça. J'ai refeuilleté le recueil de textes que Marie-Laure avait réuni, je crois, pour les éditions de la Galerie Le Long. Et en le feuilletant, je suis tombée sur une phrase que j'avais soulignée à l'époque, où elle disait en gros, dans la mesure où je suis une femme, j'ai pas besoin d'être féministe. Et j'avais trouvé ça assez amusant comme déclaration. Et puis en même temps, elle a participé assez volontiers à des mouvements, des manifestations féministes, elle les a rejoints, enfin comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu de quelque chose du féminisme de Tu as bien dit qu'elle était ambivalente vis-à-vis de toute la communauté, Oui. elle était ambivalente vis-à-vis presque tout. Tout ce qu'on puisse définir comme étant une capacité ou un talent ou une faiblesse, elle était ambivalente, elle n'avait pas de parti pris, elle a fait explorer toutes ces choses de tous les côtés. Alors, elle était reconnaissante. C'est difficile pour la personne qui arrive après, derrière, pour écrire sur cette œuvre comme ça, non? Parce que tu ne peux pas tellement te fier au discours de l'artiste. Ouais. Tu ne peux pas t'appuyer tellement sur son discours si tu dois écrire sur son œuvre.
Oui, un peu. Il faut être méfiant parce que ce qu'elle dit d'elle-même, c'est pas tout, c'est ce qu'on peut se dire. Mais c'est quand même, ça illumine les choses. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de, si elle considère les positions d'une femme, hétérosexuelle, mariée, etc., de tous les côtés non hétérosexuels, non mariés, alors moi, c'est mon devoir, c'est de considérer cette considération de tous les côtés aussi. Donc, ça dit un réseau de contrariétés, d'antithèses, et de considérer qu'elle a déjà réfléchi sur ça, elle a choisi de mettre les accents ici ou là, mais il y a très peu qu'elle n'a pas préconisé. En tout cas, vis-à-vis des femmes, elle n'était pas contente d'être femme du tout. Elle avait une très mauvaise idée d'être bonne comme femme à cause de sa mère. Sa mère était la femme idéale pour elle. Mais aussi, c'était la mère qui n'aimait pas comme elle voulait être aimée. Attends, je t'arrête. Pour que ça soit clair, elle n'était pas heureuse d'être une femme en soi, parce qu'elle pensait que la situation de la femme était plus difficile que celle de l'homme à son époque. Elle n'avait pas beaucoup de confiance dans les femmes en général. Ah d'accord. Elle a dit des choses vraiment antiféministes plusieurs fois. D'accord. Ah oui. Ah oui. Bah ça c'est intéressant. C'est l'envie. Oui. Les femmes sont des pauvres types, les femmes sont incapables. Il y a des tas de choses comme ça. Alors, tu vois, j'ai préféré oublier ça. Et les féministes à New York le préfèrent aussi, mais en fait, elle était toujours anti elle-même et anti les autres, en même temps qu'elle cherchait la compagnie des autres, elle cherchait la compagnie surtout des femmes. Elle était reconnaissante de ce que les femmes ont fait pour elle, mais à un moment donné, sur un panel, dans une discussion publique, elle était vraiment farouche. Ah oui, elle ne voulait pas être prise dans la toile de l'araignée. D'accord. Mais alors, elle a eu quand même, je crois, une certaine aura auprès des féministes et aussi auprès d'un certain nombre d'artistes quand même, parce que alors il y a deux choses, c'est que toi tu l'as sollicité en tant que conservateur de musée pour une exposition qui s'appelait Dislocation et tu l'as fait participer parce que justement tu l'as considérée, comme tu l'as dit tout à l'heure un peu, comme une pionnière de ce qu'on a appelé l'installation, voilà, d'une façon d'utiliser l'espace pour un artiste. Bon. Alors c'est vrai qu'elle a joué un rôle dans ce domaine, mais elle a aussi produit une œuvre qui est très proche d'autres démarches comme celle de Eva Hesse ou de Bob Morris, des gens à propos de qui on a parlé d'Antiforme par exemple. Or, justement, l'Antiforme, je crois que c'était pas son truc à elle. Bon, enfin bref. Non, c'était son truc, mais bien avant que ça soit nommé comme ça. Alors, quel rôle elle a joué? Voilà, est-ce que bien que ayant exposé son travail assez tardivement, est-ce qu'elle a eu quand même une influence comme ça sur une plus jeune génération? Comment ça s'est passé? Beaucoup. Et il y a une exposition qu'a fait Lucie Lepard en 1966 qui s'appelait Eccentric Abstraction. Et c'est une espèce de manifeste contre le formalisme de l'époque, contre Greenberg, contre même le formalisme qui est en naissance de Rosenkrantz. Et c'est une exposition avec Louise, Eva Hesse et Naumann notamment. Il y avait d'autres artistes, mais surtout cette fois-là. Alors, Naumann avait 25 ans, Eva Hesse avait 27 ans, et Louise avait déjà 50 ans. Et elle a déjà fait des œuvres antiformes, elle a déjà fait des œuvres où le surréalisme était réintégré après des années, depuis la fin des années 50, où le surréalisme était tabou absolu parmi les formalistes américaines. Alors, elle était vraiment une pionnière. Elle a brisé les tabous de tous les côtés. Alors, Bruce l'a reconnu comme étant quelqu'un de très intéressant. Eva Hesse, je ne sais pas, parce qu'elle est morte tout de suite après. Mais je dois dire aussi que Louise a utilisé les matières synthétiques comme
Latex. Oui. Avant l'IVS. Ah oui, d'accord. Ok. Ah oui. Donc, il était là, sur scène, il faisait son œuvre dans son coin, les autres dans leur coin, et puis Lucie Lepard a eu la sagesse de les rassembler et de dire vraiment c'est une tendance. Je dois dire aussi, l'idée de ce livre, c'est justement basé sur le livre que Lucie Lepard a écrit sur l'IVS, qui est justement un livre portrait et inverse, et non pas un livre classique d'histoire de l'art. Est-ce que c'est à mettre sur le compte de ces contradictions qu'elle aimait entretenir, mais moi je ne sais plus si c'est dans ton livre ou si c'est dans le recueil de ces textes que j'ai lu qu'à un moment donné elle s'opposait quand même à ce qu'on appelle l'automorphisme, c'est-à-dire la matière qui produit sa propre forme, Et je ne me rappelle plus une citation de alors c'est peut-être dans le livre de Marie-Laure. Non, mais c'est possible, mais elle n'était pas une suiveuse, en tout cas. Alors, à un certain moment, Rosamund Krauss, qui a pris des idées de l'antiforme et de l'autoforme de Graham Morris, exactement, oui. et qui a remanié et ajouté des idées de bataille et tout. Alors, elle a fait une académie de ça. Alors, Louise était déjà là. Elle n'avait pas besoin d'une académie formelle, critique, quoi que ce soit. Elle a exploré les formes et les matières. Voilà. Il y a le mot de Woody Allen. I don't want to be a member of any club that will have me. Je peux faire partie d'un club qui me l'accepterait. Oui. Et Louise, c'est ça. Oui, je crois qu'on a... Avec les dents sanglantes. On a bien compris. Est-ce qu'on ne peut pas dire que quand même, au fur et à mesure, tu dis, il y a un moment donné, elle a réintroduit une référence surréaliste d'une certaine façon, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, plus tardivement, une évolution vers des formes, alors, on va dire réalistes, mais plus explicites, où les corps, ces corps de chiffon par exemple, où il y a même des couples qui se rencontrent, qui s'étreignent et tout ça. Il y a même, il y a des choses qui sont beaucoup plus explicites, comme ça, les lits, c'est dû à quoi cette évolution comme ça beaucoup plus? Est-ce que c'est lié au fait qu'elle s'était mise à faire des installations et que du coup elle manipulait plus facilement des objets Elle ne visait pas une trajectoire historique de l'art. Elle utilisait tout ce qui était intéressant pour elle dans le contexte actuel. Alors, les poupées cossues comme ça de tissu viennent directement de Dorothy Tanner, qui les a fait bien avant, 10 ans. Mais celles de Louise sont tout à fait différentes. Oui. Alors, la différence entre ces deux femmes est plus importante que les questions de qui est venu avant l'autre. Alors, dans le cas, c'est Louise qui est venue avant Nelson. Et la différence est aussi importante parce que Nelson a fait des choses intéressantes avec les données qu'a inventé Louise. Alors, c'est normal dans ce Oui. Non, mais enfin, tu sais, on ne peut pas s'empêcher quand même de raisonner des fois un peu comme ça. Et c'est une application qui emprunter, c'est pas bien, voler, c'est ça. Oui, Alors, bien sûr. Louise était voleur. Ça dépend si tu es volé, toi, ou si tu es le voleur. Alors, Louise touche parlait de deux cochons qui cherchent une truffe, et le petit le trouve, et le grand le pousse à côté et prend le truffe. Il n'y a pas que les cochons. Hein. Oui. Il y a une chose quand même, est-ce que justement, tu penses qu'elle avait une conception de son art comme ce qu'on appellerait un exutoire? Exutoire, est-ce que c'était les œuvres? Est-ce que l'œuvre servait à déverser justement des angoisses, c'était tout passé dans le... C'est de la thérapie pour elle. Oui. Et je crois que c'est important, mais c'est de sous-estimer
son art le traite comme si c'était simplement de la thérapie. Oui. Il y a cet élément justement. Et des autres artistes qui ont eu des grands maîtres. Van Gogh, il faisait des tableaux pour se rendre utile, fertile, tout, mais il était vraiment embrassé toute sa vie. Et la musique aussi. Je trouve que ce dernier chapitre auquel je faisais allusion au début de notre entretien, tu l'aménages pas tellement. Tu es assez, disons, ni sévère, ni particulièrement gentil. Tu dis comment elle était exactement. Enfin, c'est oui. bien, si c'est comme ça que ça se lit. Oui. J'ai lu ce chapitre en me disant que ça ne devait pas être drôle toujours d'être son ami. Ah non, Ouais. et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans ce chapitre. Oui, mais que tu nous promets, tu dis que tu reviendras, que tu écriras plus tard On vient de nous donner un autre une bourse récit. Guggenheim, Oui. afin que je puisse commencer les mémoires, et je mettrai dedans beaucoup de choses d'autres. C'est déjà très gros, mais c'est à suivre. On parle depuis pratiquement 1 heure. Est-ce que tu veux bien des gens posent des questions, s'il y en a des questions